We did it! We fucking did it! Merci à tout le monde. Bon lundi, tout le monde. Je suis extrêmement heureux de constater qu'en moins de 2 semaines, on a atteint notre objectif pour réaliser la mission Forsberg. Donc, c'est officiel. Je m'en vais avec Producer Tom en Suède cet hiver pour enregistrer des épisodes spéciaux, dis-je. Peu importe, cheval, chevaux. Et surtout partir à la rencontre, à la quête de rencontrer Peter Forsberg. Je ne sais pas comment vous remercier. Vraiment, merci à tout le monde qui a donné, que ce soit $1 ou 21 ou 36 ou 70 jusqu'à 500. Merci à tout le monde qui permettent de réaliser cette idée de Mongol et de faire de cette idée-là une réalité. Merci beaucoup. Merci vraiment à tout le monde. Et je sors l'épisode aujourd'hui ici, qui est le 3e épisode de la saison et qui marque en fait le mi-chemin de la campagne. On est à mi-chemin de la campagne Ulule. Il reste encore 2 autres semaines. Donc, on a vraiment bien progressé en 2 semaines. Il reste 2 autres semaines et on s'est dit, on a atteint notre objectif, très cool, mais on peut aller encore plus loin et on veut vous offrir encore mieux. Donc, c'est pour ça qu'on est en train, si vous allez revoir la page, on a updaté la page Ulule. On a des nouveaux objectifs qu'on veut atteindre parce qu'on s'est dit, tant qu'aller en Suède, tant qu'à faire ça, tant qu'aller faire les épisodes, pourquoi ne pas amener un caméraman et un gars de son pour faire un documentaire intitulé « À la recherche de Peter » qui documente visuellement et qui filme toutes mes démarches, ma quête et mes aléas et mes aventures en Suède pour rencontrer Peter Forsberg. Ça serait malade, ça lookerait, ça serait écœurant, surtout la Suède, c'est tellement beau. Et on s'est dit, faisons ça. Et le minimum, dans le fond, pour essayer d'amener un caméraman et un gars de son, juste, puis qui viennent aussi en passant bénévolement. Là, ils sont comme nous, ils font ça pas payé, ils font ça par passion. Fait qu'on veut monter jusqu'à 15 000 avant la fin de la campagne. Donc, on veut monter jusqu'à 15 000 $, pour faire un documentaire et intitulé « À la recherche de Peter » sur tout ce qui va se passer en Suède, puis filmer tout ça. Ça serait malade. Et c'est un documentaire qui va être envoyé, je ne peux pas dire disponible, mais à tous ceux qui ont contribué à la campagne. Donc, peu importe qui a contribué à la campagne, vous allez recevoir le documentaire en exclusivité en participant à la campagne, peu importe le montant que vous avez donné. Et ça serait malade de faire ça. Et on s'est dit, oui, ça c'est cool, mais ce n'est pas tout. Ah non, on ferait aussi un party exclusif VIP, Dread sur le tape Forsberg Swedish Party, qu'on ferait à Montréal. Party où on inviterait tout le monde qui a participé à la campagne, peu importe votre contribution, vous êtes tous invités. On fait tirer du gear, on fait tirer de la merch. On montre en exclusivité, surtout en fait ça, on montre en exclusivité le documentaire. Donc, ça serait un party de fin de saison de Dread sur le tape et on diffuse en exclusivité le documentaire avant de vous l'envoyer. Vous allez pouvoir regarder ça avec tous les gens qui sont aussi nice que vous, rencontrer des gens aussi tripeux que vous, que ce soit de hockey, d'entrevue, juste des gens vraiment nice qui ont participé à cette campagne-là. Il va y avoir de la bouffe, inclus l'alcool. On fait tirer de la marchandise de Dread sur le tape. On fait tirer des trucs qu'on a payés en Suède, du gear signé par nos invités. Donc, ça vaut vraiment la peine. Honnêtement, je pense que ça serait un party malade. De faire le documentaire, ça serait fou. De faire le party, ça serait fou. De vous rencontrer, évidemment, toute l'équipe de Dread sur le tape va être là avec aussi des invités spéciaux. Wink, 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 comme disent pas les jeunes. Et donc, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à cette semaine. Merci, Géritaire, de nous avoir permis de juste ne serait-ce que faire ces épisodes-là. Et maintenant, pensons en deuxième gear, pensons au deuxième palier. Allez retourner sur la page de Ulule et regardez ça. On a des nouveaux objectifs. Faisons le documentaire. Ça serait malade tant qu'à y aller de documenter tout ça visuellement. Épisode 3 de la saison 2017-2018 de Dread sur le tape avec nul autre que Charline Labonté. Yes, premier épisode avec une fille de la saison. Très, très belle rencontre qu'est Charline. Vraiment une fille tellement cool qui a un parcours très, très, très intéressant. Je vous en dis pas plus, ne serait-ce que Charline est dans tous les épisodes de La Petite Vie. Et oui, Charline Géritaire est dans tous les épisodes du sitcom La Petite Vie. Et vous allez comprendre pourquoi dans pas longtemps. Merci à Charline, sérieusement, de son temps et de son histoire. Et donc, je vous dis, bon épisode et allez voir sur la campagne. Faisons le documentaire. All right, bye-bye. Et par bye-bye, je veux dire bon épisode. Là, je veux pas dire bye. Là, non plus. Dread sur le tape avec David Bocage. Charline Labonté, ça va bien? Ça va très bien, toi? Yes, merci. T'arrives d'où en ce moment? T'arrives de l'école? J'arrive de l'école. C'est ça. Je suis de retour à l'école à 34 ans. Qui l'eût cru? Never too late. Non, c'est ça. Je pensais d'avoir fini mes études, puis j'ai dit la cuisine, c'est une passion depuis toujours.
Puis un de mes regrets, j'essaie de pas avoir trop de regrets dans la vie, puis ça en était un de pas avoir comme exploré cette passion-là. Fait que j'ai dit, why not? Parce que ton bac, c'était pas du tout là-dedans. Non, j'ai un bac en éducation, puis j'ai fait une maîtrise en psychologie du sport. Fait que moi, je pensais que j'étais comme all set avec ça, puis finalement, c'est quelque chose que j'aime, mais je suis pas passionnée de tout ça. La cuisine, c'est quelque chose que... Ouais, c'est quelque chose qui m'anime depuis toujours, un petit peu en relation avec le hockey. C'était comme ma façon, quand les choses devenaient plus trop intenses, tu sais, préparation olympique, tout ça. Mon petit hobby, c'était vraiment de retourner dans la cuisine, puis c'était comme là que je me perdais un peu dans ma tête, puis que je faisais le vide, fait que... Ça a-tu été... Est-ce que, parce que, tu sais, l'alimentation, c'est devenu une grosse partie du sport, est-ce que ça a comme un lien ou... c'est sûr aussi, là. J'ai toujours fait attention à ce que je mangeais. Ouais. J'aime bien manger, j'aime, tu sais, savoir me tenir au courant des tendances culinaires. C'est une passion qui vient de ma mère aussi, là. Je cuisinais quand j'étais jeune avec elle. Donc, c'est juste d'explorer un petit peu les options de ça pour voir s'il y a quelque chose à faire avec ça. Puis, est-ce que tu aimes ça, le DEP en cuisine? C'est différent. C'est un DEP, c'est sûr. Fait que tu passes d'une maîtrise à des cours. Ouais, c'est post-secondaire, là. Fait que c'est un petit ajustement au début, mais j'adore ça. Tout le monde a comme un background différent. Tout le monde apporte quelque chose de différent aussi. Fait que c'est vraiment comme un environnement différent duquel je suis habituée. Fait que le monde a quel âge dans ta classe? Il y en a qui sortent du secondaire, qui ont 17-18 ans, puis il y en a d'autres qui ont des familles, des enfants qui, mon Dieu, le plus vieux doit avoir 50, à peu près, 55 même. Est-ce qu'il y en a qui t'ont reconnu, non? Ben, au début, tu sais, le premier cours, on rentre là, tout le monde est un peu gêné, on se connaît pas, puis le prof dit, ben demain, préparez-vous, tu sais, tout le monde vous allez vous présenter. On dirait que je retourne au primaire, tu sais. Premier jour d'école, dis-moi qui t'es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais. Fait que là, je disais, bon, tu sais, je peux pas comme pas dire que je joue au hockey, parce que c'est ça que je fais, tu sais, puis c'est ça mon background. Mais tu sais, j'essaie aussi, je me suis dit, c'est quelque chose de complètement différent. Fait que je voulais essayer de passer un peu. Sous le radar. Ouais, mais en même temps, ça n'a pas été long, là, que les gens savaient. Ouais, j'ai dit, ben, tu sais, j'ai un background sportif. Puis il y a quelqu'un qui a juste dit, t'es une légende! Fait que là, moi j'avais le goût de rentrer en dessous de la table, puis j'étais gênée. C'était-tu le monsieur de 52 ans qui a écrit ça? Non, mais c'est un gars un petit peu plus vieux que moi, mais qui suit le hockey. Puis en tout cas, ça a été bien drôle, mais il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, qui ont immigré ici au Canada, fait qu'ils connaissent absolument rien au hockey. Fait que pour eux, que je joue sur l'équipe olympique, ils s'en foutaient complètement. Ce qui était aussi le fun. C'était vraiment, on est tous, on est ici pour la cuisine, puis c'est tout. Puis, fait que c'était différent un peu. Là. Wow. C'est cool. Ouais. Comme ta première journée d'école, on disait d'où viens-tu? Mais pour vrai, tu viens d'où, Charlotte? Tu viens de je suis née sur la Rive-Sud. Puis mes parents... T'as-tu un nom de village? J'aime ça, les villages. J'aime ça, les noms de villes. Je suis née à Greenfield Park. Greenfield Park. Ouais. Nice. J'aime ça. Puis, en fait, on a déménagé sur la Rive-Nord, à Boisbriand. Je suis très, très fière de venir de Boisbriand. Rive-Sud à Rive-Nord, OK. Fait que dans le fond, tu te considères que tu viens de Boisbriand. Ah oui. Je suis pas une fille de Rive-Sud du tout. Dis la fille de la Rive-Nord. Rive-Nord, Nord, même que t'es en haut de Laval. Ouais. Malade. Fait que j'ai grandi là, puis... mes parents m'ont juste inscrit dans le sport assez rapidement. J'étais super timide quand j'étais jeune. Presque genre de l'anxiété sociale. Je devais regarder dans les yeux. Si quelqu'un me parlait, je voulais me cacher en dessous du tapis. T'es une légende! Ah, ouais, c'est ça. J'ai failli quitter le cours à ce moment-là. OK, fait que c'est ça. Fait que toi, c'était vraiment comme le sport, oui, ça avait une fonction le fun, mais vraiment, ça t'a peut-être aussi... amener plus que ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils m'ont inscrit dans le sport juste pour me faire découvrir quelque chose, puis rentrer dans la vie sociale de Boisbriand. Fait que j'ai essayé la ringuette au début. Ils m'ont proposé le patinage artistique, puis ça me disait absolument rien. Fait que j'ai joué à la ringuette. Après ça, mais je voulais tellement jouer au hockey. Fait qu'ils m'ont supporté là-dedans. J'ai des parents qui viennent... C'est des artistes. Je viens d'une famille d'artistes. Oui. Fait que c'est vraiment un background qu'ils connaissent pas beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font tes parents? Ma mère était costumière, elle est à la retraite. Fait que elle a fait des films, elle a fait des stages
Théâtre. de show, théâtre, show télévision aussi. Mon père est décorateur, encore actif, donc si tu te rappelles des belles années de la petite vie, puis tout ça. Oui, ta mère était sur la petite vie. Ouais, fait que ma mère faisait les costumes, mon père faisait les décors. Puis donc le lit à la verticale, c'est sa géniale idée. Apparemment que le lit, là, apparemment que ça a pris vraiment plusieurs... Je sais pas si c'était des années, en tout cas, ça a pris vraiment un certain temps avant qu'ils convainquent Radio-Canada qu'ils pouvaient... Tu savais en ça? Oui, c'est ça. Parce que... je pense que l'idée passait pas. Oui, il disait que les gens comprendraient pas. Oui, c'est ça. Il disait c'est trop absurde, les gens comprendraient pas, puis on dit c'est parce que la mère, c'est un gars qui ajoute, tu sais. Oui, c'est ça. Je pense qu'on peut se permettre un lit debout, là. Oui, c'est ça. Puis finalement, ça a pris je sais pas combien de temps pour que Radio-Canada accepte. Oui, puis c'était l'idée de, tu sais, dormir debout. Il y avait comme le concept derrière que... Mon père est très créatif, hein? On le voit tout de suite, là. Fait que la tapisserie avec les petites cerises puis les bananes. Puis, ça, c'est ton père? Oui. C'est donc bien hot! Oui. C'est-tu lui qui a eu cette idée-là ou c'est c'est lui? Là, parce que... c'est le concept. C'est fun parce que mon père, il est tellement... tu sais, il est très humble. Lui, si moi, je suis timide, lui, il l'est encore plus. Donc... Il fait le travail, il est excellent à ce qu'il fait, mais tu sais, les reconnaissances, les galas, les prix qu'il peut recevoir, c'est comme s'il avait de la misère à accepter ça un peu juste par l'attention. Il n'aime pas nécessairement ça, mais il est vraiment excellent à ce qu'il fait. C'est quoi son nom? Pierre Labonté. Pierre Labonté. Est-ce qu'il travaille encore? Oui. Il est super occupé. Il travaille sous contrat. Donc, là, présentement, il fait tout le temps comme les galas de la disque. Présentement, ils travaillent sur le 150e du Canada. Ils ont fait dans le temps. Mes deux parents travaillaient sur le film Ding et Dong. Wow! Si on se rappelle de ça, avec les peaux de vache et tout. Ouais. Les jackets. Wow! Ouais. Mais c'est incroyable. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est vraiment Est-ce que tu allais sur les plateaux quand tu étais jeune? Ouais. En fait, un scoop, peut-être le monde le savent, mais si tu te rappelles, dans La Petite Vie, au début de l'émission, il y a des jeunes qui jouent au hockey dans la rue. Puis, moi, j'étais la gardienne. No way! Ouais. Fait que c'est moi qui me fais. Exactement. Fait que faut pas que tu manques le 2 secondes, là. Mais si tu fais pause la prochaine fois que tu le regardes. Tu vas remarquer mon suit mauve au complet. Wow. J'avais choisi mon outfit ce matin-là. Je dis, moi, j'aimais mes jeans mauves et mon T-shirt mauve. Ah oui? Fait que, non, mais attends, c'est quand même drôle. Là. Tu fais partie de... T'es une légende à plusieurs niveaux. Là. Ouais, c'est la légende de La Petite Vie. Ouais. C'est ça. Wow, c'est donc bien hot. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent. Tu sais, je sais pas, je pense l'athlète typique qui a grandi dans une famille de sportifs. Là, vraiment en plus, c'est drôle que tu me dis ça parce que j'ai une amie récemment qui m'a dit que c'est son beau-père qui a fait la musique. Ah, pour vrai? Mais les éléments, les pièces du puzzle se rassemblent. Ouais, voilà. Mais je lisais en plus, juste pour finir sur La Petite Vie, je lisais cette semaine que c'est encore l'émission qui a le record pour le plus haut code d'écoute. Le code d'écoute, parce que tu sais, c'était avant, à l'époque où les gens n'écoutaient pas la télé quand ils voulaient, ils écoutaient tout en même temps. Il fallait que tu l'écoutes quand ça passe. Mm-hmm. Puis en novembre 95, il y a plus que 4 millions, quelque chose comme 4 millions 98 000 personnes à faire comme ça, qui écoutaient en même temps. Ouais, c'est fou, mais ça ne va plus jamais arriver. Non, c'est ça. Comme Tout.tv, puis juste Netflix, ça. Puis personne n'écoute la télé comme quand tu leur dis d'écouter la télé. Les gens écoutent quand ça leur tente. Puis tu fais un peu partie de ça, malgré toi, mais c'est des records qui vont plus jamais être battus parce que ça pourra plus... Ça a trop changé, la game. Ça a trop évolué, on n'était même pas 8 millions à l'époque, je pense. On était peut-être 7, 8 millions au Québec. En tout cas, c'est ça. Que c'est même pas autant de gens qui écoutent en play-off le Canadien. Ouais. Puis c'est du sport, c'est même pas... Bref, c'est complètement, vraiment débile. Bref, et donc, fait que là, dans ton enfance à Beaubriand, fait que t'as commencé tranquillement à jouer au hockey. Ouais, c'est ça. C'est-tu tout de suite goaler? Ben, je jouais, en fait, avant de faire le switch, je continuais à la ringuette. Mais c'est ça, mes parents, ils ont tellement été fantastiques. Là, je disais, tu sais, on retourne, là, tu sais, j'ai 34, là, fait que tu retournes bien des années en arrière, où il y avait 0 hockey féminin. C'était vraiment, tu sais, c'était juste des gars qui jouaient au hockey. Puis quand moi, j'ai décidé, j'ai dit, moi, je veux jouer au hockey, parce que tous mes amis gars, ils jouent. Les parents, ils ont dit, mais il n'y a pas de hockey pour filles, là, tu sais, il va falloir que tu joues avec les gars. Puis je dis, pas trop, tu sais, c'est ça que je voulais. Fait que j'ai vraiment commencé en bas de l'échelle, tu sais, dans le novice C, comme tout le monde. Puis j'ai commencé en tant que défense. On était tellement bas comme catégorie, on n'avait pas de gardien désigné.
Fait que Ouais, tout le monde alterne. le gardien, l'entraîneur ramenait le sac de gardien, les pattes brunes dans le milieu, puis il disait, tu sais, qui veut être gardien aujourd'hui? Moi, étant la seule fille, super gênée, j'osais pas lever ma main, tu sais. Fait que c'était... Éventuellement, ça a été, je n'ai parlé à mes parents, puis j'ai dit, tu sais, j'avais 5 ans. J'ai dit, peux-tu dire à mon coach que je veux gauler? Fait qu'elle était allée le voir, puis en fait, ça, c'est une histoire pas pire que... Tu vas voir. Mon coach Réal, que j'ai jamais revu, en fait... On le salue. Ouais, on salue Réal. Tu vas voir quoi son encore famille? plus tantôt. Je sais pas, je m'en rappelle plus. OK. On salue Réal. Ça m'a marqué vraiment. Vas-y. Je suis sûr. Fait que ma mère était allée voir Réal, elle dit, écoute, ma fille est trop gênée, mais elle aimerait ça juste essayer une pratique, puis tu la laisser. Elle dit, ah, tu es une fille, je suis pas sûre, là, on va laisser la défense. Puis, mais je jouais encore à ringuette pendant ce temps-là, puis j'alternais entre avant et goaler. Fait qu'il a dit, je vais aller l'avoir joué à ringuette un match, quand elle va être dans les buts, puis on verra après, on prendra une décision. Tu sais, rappelle-toi, là, j'avais 7 ans. Fait que, tu sais, c'est un long processus, là, pour une petite fille de 7 ans qui joue au novice C, là. Ouais. Fait qu'il était venu me voir, puis moi, je savais qu'il était là, là. Fallait que je performe, là. Il y avait un scout. Ah ouais, puis tu sais, là, j'étais tellement mindée, puis ça avait super bien été. Fait que ma mère était allée le voir après, elle dit, puis, tu sais, tu vas-tu laisser ma fille essayer? Puis elle avait dit à ma mère, écoutez, madame, je suis vraiment désolée, mais votre fille, elle se rendra jamais nulle part, elle a bien trop peur de l'anneau, elle a trop peur de la rondelle, puis elle devrait même pas jouer. J'héritage qu'on salue Réal. Ouais, on le salue. Wow. Hey, hein? Est-ce que ta mère t'a dit ça quand t'étais jeune? Ou non, elle me l'a pas dit à cet âge-là. Okay. Elle a bien fait parce que j'aurais lâché. Tu sais, t'es démolie. Fait que elle leur a dit plus tard, j'avais peut-être 15 ans. Puis elle m'a conté cette histoire-là. Puis depuis ce temps-là, j'ai vraiment comme un rêve qui s'est rajouté dans ma vie. Puis c'est de le revoir, ce gars-là. Puis tu sais, d'avoir de la confiance, là, puis serrer la main, puis faire un sourire, puis dire, tu sais, merci Réal, à cause de toi, j'ai 4 médailles d'or olympiques. Et ça, tu vas même pas l'envoyer chier, tu vas le remercier. C'était non, pire, c'est ça. pire. Je pense que c'est. Mais tu sais, lui, de mon souvenir, ça devait être le gars qui a dit, hey, c'est moi qui a tout montré, là, cette petite-là, tu sais. Je pense que c'est ce genre de gars. Tu m'as dit, je viens agressif. Dis-moi pas, je viens. ça me remplit de venin. Mais bon, ça m'a juste motivé un petit peu, cette histoire-là. Là. Donc là, lui, il jugeait que tu n'allais pas le garder, mais qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Là, c'est sûr l'assistant coach qui était absolument fantastique. Puis je tiens à dire que j'ai eu des coachs fantastiques tout le long de ma carrière. Ça a été le seul hic que j'ai eu, puis ça a été mon premier. Mais après, c'est ça, ma mère est allée parler à l'assistant coach qui était vraiment merveilleux, puis qui a convaincu Réal de me laisser essayer. Fait que... comment il s'appelle, lui? Puis entre autres, lui, on peut dire. S'appelait? On peut lui dire merci pour vrai. Non, mais je ne voulais pas t'interrompre là-dessus. Monsieur Dion, me semble. Merci, Monsieur Dion. Grâce à vous, on a une gardienne de vie. 3 médailles d'or olympiques plus loin. 4. Oh! 4? Ouais. On y viendra tantôt. Oui, c'est ça. Donc lui, il a convaincu le coach. Bam, tu peux gauler. Fait qu'il a convaincu, il dit, on va la s'essayer au moins. Là, une pratique, là, elle peut pas être pire que les autres. Là. Clairement, on peut trouver de gardien encore parce qu'on fait encore de la rotation. Puis moi, je sais pas comment mettre ça des pannes. Là, j'ai 7 ans. Je tripe sa mid, j'en rêve, c'est ça que je veux faire, mais je sais pas comment ça fonctionne. Puis mes parents, encore moins, les artistes. Puis je me rappelle, le typique, là, t'es le gardien, fait que tu te couches à terre, puis tes parents, ils t'attachent les pads. Ouais. Fait que là, moi, c'est ça exactement. Toi, t'attends. Là, on patine. Puis j'étais tellement fière. Je suis comme, oh my God, mon rêve se réalise. C'est moi la goaler aujourd'hui. Puis là, tout le monde riait de moi. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a là? J'ai même pas commencé encore. Là, un de mes amis sur l'équipe dit, hey, c'est parce que tes pads sont à l'envers. L'espèce de bordure était à l'intérieur. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que ça partait bien en carrière. Oups, on a changé de bord. Ouais. Réal, il a dit, elle le savait. Elle savait qu'elle était pas prête. Fait que là, t'as commencé à gauler, mais là, j'imagine que là, t'avais trouvé, ça t'a touché à de quoi, j'imagine, quand t'as commencé à c'était gauler. vraiment, je sais pas d'où ça vient, je sais pas, je le comprends pas encore parce que, comme j'ai dit, c'est vraiment pas familial, mais ça a bien été, je pense, parce qu'il m'a laissé dans les buts pour le reste de la saison, fait que... Je pense que c'était mon orgueil qui avait embarqué aussi, qui a dit, regarde bien ça. Tu avais trouvé ton affaire, là. Tu avais trouvé ta passion. Ouais. Je me suis toujours demandé, ma soeur a joué aussi avec les gars comme joueuse plus jeune parce qu'il n'y a pas d'équipe juste de filles. Puis je me suis toujours demandé c'était quoi la dynamique dans une chambre, surtout quand tu es jeune. La fille, est-ce que tu te changes avec les gars? C'est comme spécial. Comment ça se passe? Ben, en fait, c'était juste normal parce que j'étais la seule. J'étais vraiment la seule. OK, il n'y avait même pas d'autres. OK. Non. Fait que, je veux dire, quand t'es novice, il n'y a pas trop de problèmes, là.
Mais plus j'évoluais, plus ça allait mieux. Puis, tu sais, je montais en grade. Fait que, tu sais, quand je suis rendue comme dans le 2A, j'ai joué ma deuxième année, je jouais à tombe... pas à tombe 2A, Pee-wee 2A. Puis, tu sais, là, on partait, on avait des voyages un petit peu plus loin. Puis, rendu, tu sais, dans cette phase-là aussi, tu sais, ça devenait un petit peu touché, là, la phase adolescente. Ouais. Fait que, mais les gars étaient super. Puis, tu sais, moi, je le disais beaucoup. J'ai dit, moi, je veux pas déranger, là. Je veux juste jouer au hockey comme tout le monde. Puis, je veux juste faire ma place. Je veux juste être un des joueurs, comme tous les autres. Fait que, tu sais, on trouvait des moyens. J'allais me changer dans les toilettes. Puis, pendant ce temps-là, les gars se changeaient. Fait que j'ai jamais eu de problème. Rendu un petit peu plus vieille. Tu sais, j'ai joué jusqu'à junior majeur avec les gars. Fait que là, ben, on était rendu qu'on avait une chambre pour moi. À Bathurst où j'ai joué ou sinon sur la route aussi là, c'était organisé comme ça, mais j'allais me changer tout de suite après avec les gars, puis encore une fois je voulais pas changer leur routine parce que moi je voulais juste comme fitter dans l'équipe. Puis en même temps, regarde, j'ai tout vu là, fait que si toi ça te dérange pas, moi ça me dérange pas. Ça c'est drôle. Quand t'étais juste avant de passer au junior majeur, parce que t'es la première fille repêchée junior majeur de l'histoire. T'as eu... parce que, tu sais, aussi, le fait que t'es goaler, t'es une fille... j'en avais parlé un petit peu avec Daniel Sauvageau, mais c'est différent. Toi, t'es plus jeune, puis c'est toi qui est un peu ciblé, mais Manon Réaume, tu sais, tout le monde connaît Manon Réaume, qui était la première femme à garder les buts dans une partie de la Ligue nationale, même si c'est une partie hors concours, c'était une période, mais ça a été un gros stunt à l'époque. Puis ça a eu un legacy, ça a eu un héritage, ça. Puis je pense que je voulais juste savoir, toi, parce que tu as à peu près cet âge-là, tu as 34 ans, c'est dans ces années-là, ces années 90. Toi, tu t'en souviens-tu de ça? Ah oui, c'est sûr. Ça, oui, c'était mon seul modèle. Tu sais, t'as besoin de quelque chose, t'as besoin d'une motivation, puis de voir que c'est possible parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de le faire. Exact. Moi, d'atteindre la Ligue nationale, je veux dire, un peu plus tard, j'y ai pensé, comme tout joueur de hockey a espéré jouer pour le Canadien de Montréal. Mais tu sais, moi, c'était de voir elle, de dire, OK, même si t'es une fille, même si t'es la seule, même si tout le monde te dit que t'as pas d'affaires là, tu sais, c'est la preuve que c'est possible. Puis là, tout le monde dit, mais tu sais, c'est parce que c'est une fille, puis c'est un stand publicitaire, puis blablabla. Ah, mais ça peut être n'importe quoi, on ne sait pas. C'est quand même mais positif. elle là, tu sais, elle s'est quand même rendue plus que n'importe qui d'autre, là. Ouais, mais comme disait Daniel Sauvageau, est-ce que c'est un stunt? Oui, tant mieux. Ça a inspiré des filles comme toi qui étaient comme, ben là, je suis pas non, c'est ça. Puis je veux dire, tu sais, elle était pas un 2 de pique, là. Non, elle a bien fait quand elle a joué. C'était une des meilleures joueuses féminines à l'époque. Ben ouais, c'est ça. Elle est allée aux Olympiques. Exact. Fait que, tu sais, je pense qu'elle s'est fait offrir une opportunité que beaucoup de gens ont critiqué justement en disant ben là c'est parce que c'est une fille, puis ils veulent l'attention, puis ils veulent booster leur budget financièrement, blablabla. Mais tu sais, je sais pas, moi je me suis fait faire la même chose quand j'ai joué junior. Mais pour moi c'est regarde, je m'en fous ce que tu penses, parce que je suis là puis je suis capable de le faire. Fait. Puis justement, s'il y a un lien entre Manon Réaume et toi, c'est que Manon était la première femme à jouer dans le junior majeur. Toi, tu es la première femme repêchée dans le junior majeur. Juste ça, c'est quand même cool d'être dans la même catégorie de record. Tu as été repêché par le Titan d'Acadie Bathurst. Oui, au 174e rang. C'est quelle ronde? En 11e ronde. 11e ronde. Je pense qu'on s'arrête là, à partir de 13 d'habitude. 13 rondes? Il arrête de repêcher. Ah ouais, hein? Fait que je jouais midget 2A cette année-là. Okay. Puis, tu sais, je veux dire, rendu, j'avais 16 ans. Fait que je m'étais dit, tu sais, je vais continuer le plus loin possible, mais, tu sais, ça va probablement arrêter bientôt. Là, j'étais assez réaliste dans la situation. Puis, un de mes assistants coach était un scout pour Bathurst. Puis, il était venu me voir, puis il dit, tu sais, juste avertir, les gens ils commencent à parler, puis il y a des équipes qui sont intéressées. Moi, ça sort de nulle part, là, ça. Tu sais, je suis sur le bord d'accrocher mes pads, là, parce que je pense qu'il n'y a plus de voix. Mais à ce moment-là, juste pour remettre en contexte, tu performais très bien. Oui, ça allait super bien, mais je voyais pas où je pouvais aller. Puis tu jouais contre des gars ou des filles à ce moment-là? Je jouais midget 2 avec les gars. Donc, tu jouais encore avec des gars? Ouais. J'ai joué au hockey avec les gars toute ma jeunesse jusqu'à 19 ans. Ça a toujours bien été, je veux dire. Ouais, j'ai été chanceuse. Parce qu'on va vite, mais je veux dire,
tu livrais tu étais bonne, c'est ça que je veux dire. Là, c'était ça pas allait bien. C'est ça. Ouais, je veux dire, j'ai été chanceuse, comme je te dis, des bonnes équipes, des bons coéquipiers, des bons coachs. C'était comme si tout s'alignait pour que je sois capable de performer. Là. Fait que puis là, ça mène à ça où là, t'apprends que... Ouais, c'est ça. Je commençais à avoir des appels de différentes équipes du junior majeur. Puis j'étais comme, voyons, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Puis là, éventuellement, c'était, mais là, faut que tu te trouves un agent. Puis un agent? Qu'est-ce que c'est ça? Voyons, j'ai pas besoin de ça, tu sais. Ouais. Puis finalement, j'ai été invitée au draft. Puis j'étais là. Puis tu sais, j'étais allée pour l'expérience. C'est juste de te dire, OK, t'es invité au draft. C'est déjà le fun. J'avais beaucoup de mes amis gars qui jouaient midget 3, qui allaient se faire drafter. Fait que, je voulais juste être là pour eux. Puis... Tu jouais midget 2A ou 3A, toi? Je jouais midget 2A. OK. Ouais. Fait que dans le fond, juste j'étais comme sub, j'étais comme troisième gardienne pour les régents dans le temps. Là, OK. Parce que juste pour mettre en contexte, le midget 3, c'est de cette ligue-là que seront pêchés les joueurs juniors. Exactement. Tout était, dans le fond, juste en dessous midget 2A. Ouais. Fait que dans le fond, ils ont pratiquement bypassé une catégorie. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'y croyais pas beaucoup. Ouais. Là, je veux dire, Okay. il y en a vraiment pas beaucoup des joueurs midget 2A qui se font repêcher d'habitude. Tu es encore bon, mais ça a passé, là, too bad. Donc, tu te pointes au repêchage avec tes parents? Je me pointe au repêchage avec ma mère, mon meilleur ami, puis on dit, tu sais, on va profiter de la journée. Mais tu sais, moi, je suis regardeuse un peu. Je sais, je veux me faire drafter, là. Puis mes parents, ma mère dit, tu sais, t'es au courant que ça se peut que ça arrive pas, là. Je dis, ouais, tu sais. Puis moi, je me dis, non, tu sais, ça va fonctionner. Fait que là, puis il y a des équipes qui m'avaient dit, tu sais, je me rappelle, les Olympiques de Hull m'avaient contacté, puis il a dit ça, on pense te prendre vers la 6e ronde. Là, je suis crème, c'est de bonne heure, là. Fait que vers 6-7, tu sais, je commençais à écouter. Batters m'avait dit la même chose. Puis finalement, ils repêchaient, c'était jamais moi. Puis là, on était rendu en 10e ronde. Puis, tu sais, ça faisait des heures, la salle était presque vide, tu sais. Fait que ma mère a dit, ouais, mais je pense qu'on va y aller, là. J'ai dit, ben non, tu sais, on est ici, on va rester tant qu'à ça, là. Il me restait encore des amis dans la salle. Puis finalement, je me rappelle, Yogi Morissette, qui était le propriétaire, c'est très... il a un caractère spécial, là, il prend beaucoup de place, puis il est controversé. Puis il avait fait une entrée de speech que j'ai dit, oh my God, je pense qu'il parle de moi. Il a dit comme à l'aube de l'an 2000, il est temps que les choses changent, puis on est fiers de repêcher. Puis là, je dis, oh my God, je pense que c'est moi. Puis ça l'était. Puis là, je capotais. C'était incroyable. Là, puis juste d'entendre mon nom, d'aller là-bas, puis d'avancer, d'aller mettre le chandail, la petite casquette tout croche. Puis j'avais juste 16 ans, mais je vais toujours m'en rappeler. Là, c'était absolument fantastique. Est-ce que tu te venais des fois te demander, mais là, tu sais, c'est une business, tout ça. Est-ce que, un peu comme à Noam, tu te demandais-tu, ben là, y a-t-il une raison que je sais pas pour laquelle il me repêche? T'es-tu demandé ça des fois? Ben oui, parce que je me suis dit, c'est sûr que quelque part, ils voient que je suis capable d'arrêter les rondelles. Mm-hmm. Est-ce que j'étais meilleure que tous les gardiens midget 3A? Absolument pas. T'sais. Fait que peut-être que j'ai eu un bypass à cause que j'étais une fille. Mais en même temps, comme je te dis tantôt, moi, c'est juste une opportunité que je veux. Si tu me la donnes, je vais m'arranger pour la saisir. Peu importe c'est quoi la raison derrière tout ça. Fait que j'étais arrivée au camp, on était 6 gardiens. C'était l'année après que Luongo ait gagné la Coupe du Président. Là. Fait que, il y avait des méchants grands patins à remplir. Puis il y avait 2 gardiens qui revenaient. Fait que, mes chances de faire l'équipe, là, ils n'avaient pratiquement pas. Mais, fait que j'étais partie pour le camp d'entraînement avec un petit sac à dos, puis je pensais rester 2-3 jours, profiter d'une expérience incroyable, puis revenir chez nous, puis passer à autre chose. Ouais. Mais finalement... j'ai vécu avec mon petit sac pendant 1 mois, pendant le camp, puis... Finalement, ils t'ont gardé pour... Fait que t'as fait l'équipe? Ouais, fait qu'ils m'ont signé en tant que 3e au début. Puis juste ça, c'était énorme, là. Je pensais jamais que ça allait arriver, mais le camp avait super bien été. Puis, je pense que tout le monde a vu que j'étais capable, j'étais capable de le faire parce que ils m'auraient pas gardé juste pour le fun, là. Fait que... tu te sentais capable aussi? C'était quoi ton point de vue sur les rondelles qui s'en venaient? C'est des gars, des meilleurs joueurs. Ils sont tellement bons, ils sont tellement forts. Surtout à cet âge-là, là, entre 16 et 20 ans, les hommes se développent tellement. Fait que moi, j'étais tout petite par rapport à eux.
Tu sais, je veux dire, je suis 5 et 9, mais quand tu mets sur la glace contre des hommes, je suis toute petite. Là. Fait que je me suis dit, je vais me faire défoncer, ça va être fou raide, tu sais. Mais je pense qu'en étant gardien, tu sais, t'es avec l'équipement, puis tu sais, c'est une game un peu différente que pour une joueuse. Fait que une joueuse avant, ça aurait été très dur de survivre ça, là, parce qu'on est juste fait complètement différent. Je comprends. Mais... Puis, est-ce que tu sentais que les gars, tu sais, les adolescents, est-ce que tu sentais qu'il y a des gars qui cruisaient ou qui étaient comme... Ben c'est arrivé, c'est sûr, tu sais. Puis, tu sais, ça dérange, mais tu sais, ça attire un peu l'attention. Je pense qu'au début, tout le monde se disait, puf, tu sais, regarde bien ça. Ouais, c'est ça. Mais moi, tu sais, j'ai toujours eu à faire face à ça. Tu sais, j'ai toujours eu à prouver aux gens que je pouvais, que tu sais, je méritais ma place puis je pouvais être là. Fait que c'est toujours comme à chaque niveau, c'est de gagner un respect. Mais un coup qu'ils voyaient, tu sais, regarde, ben oui, c'est une fille, puis oui, elle est capable de les arrêter. Là, c'est comme ça, tout allait mieux. Fait que les gars, mais j'avais tu sais, il fallait que je prouve mes choses. Fallait à tout le monde qui m'avait repêché, tu sais. Yogi, est-ce qu'il m'a repêché pour un stunt publicitaire? Je sais pas, peut-être, probablement. Tu sais, je pense pas qu'il pensait que j'allais faire l'équipe. C'est pas ton problème, dans le sens que c'est comme ça. La vie, c'est des opportunités. Pour moi, c'est ça. Tu me donnes une opportunité, peu importe la raison, tu sais, je vais en profiter le plus possible. Fait que... T'as joué avec des gars, t'as joué avec des filles, mais là, t'avais même pas encore à ce stade-là encore joué avec des filles seulement, tu jouais juste avec des gars. J'avais joué pour l'équipe Québec. OK. J'avais fait les Jeux du Canada, équipe Québec junior, là, moins de 18 ans. OK. Fait que ça, c'était ma première expérience. Avec les filles. Ouais. Toi, t'as joué toute ta vie juste avec des gars. Ouais. Toi, t'arrives avec les juste équipes, des filles. Ouais, c'est ça. Fait que ça aussi, c'était bizarre, là. T'sais, de réaliser qu'il y a d'autres filles qui jouent au hockey. Parce que dans mes catégories, il n'y en avait pas beaucoup. On avait croisé peut-être 2-3 là, au cours des années. Mais sinon, ça se voyait pas où les filles qui jouaient au hockey, mais jouaient vraiment dans les ligues féminines qui venaient de commencer à se développer. Mais tu sais, c'était pas... ça commençait, fait que je pense que ça n'aurait pas été la meilleure situation pour moi d'aller jouer au hockey féminin au début comme ça, quand j'avais la chance de jouer dans des niveaux élevés avec les gars. Fait que... mais tu sais, je veux dire, moi, quand j'ai commencé à jouer avec les filles, je me suis fait planter, là. Le timing est complètement différent. Ah oui, comment ça? Les rondelles, ils viennent un petit peu moins vite. Oh, fait que le jeu est différent. Fait que mes réflexes étaient comme trop vite par rapport à la vitesse du lancer. Ah, je comprends. Fait qu'il a fallu que j'ajuste ça parce qu'un de mes premiers matchs, je m'étais fait planter, je pense, 12-0, là. Fait que c'était tough sur l'orgueil, là. Wow. Est-ce que t'as connu que jouer avec des gars, là, t'as avec des filles, puis il y en a des différences. C'était quoi la différence de jouer avec des filles? T'en as parlé sur la glace, mais hors de la glace, le vibe d'équipe, c'est différent. Tu sais, je veux dire, quand je joue avec les filles, mais je fais vraiment partie de l'équipe parce qu'on est toutes pareilles. Tu sais, les gars, c'était comme, tu sais, ça toujours avoir à se prouver. La fille. Tu sais, c'est ça. Je suis la fille, je suis semi comme outsider, si on peut dire, là. Fait que là, d'arriver avec d'autres filles, ben, tu joues, puis c'est tout, là. Tu sais, il n'y a pas... je sais pas, l'environnement est différent, c'est le fun aussi. Tu sais, les gars adolescents, ils ont leur joke de gars, puis... Ouais, t'es comme moi, j'embarque pas là-dedans. Ouais, mais c'est ça, tu sais, t'entends plein d'affaires, puis... fait que c'était juste comme le vibe, l'environnement était très différent. Il n'y en avait pas un qui était meilleur que l'autre, là. J'ai adoré jouer avec les gars, puis... Je m'ennuie de ça beaucoup. Là. Tu trouvais-tu qu'il y avait des avantages de l'un puis des désavantages? Tu sais, tu as dit, mettons, les filles, c'est le fun, j'étais une fille, on n'était que des filles, fait que là, c'était comme égal pour ça, mais les désavantages ou pas des désavantages, mais qu'est-ce que t'es affaires que t'es comme ça, j'aimais mieux ça chez les gars? Ben juste le jeu en général, tu sais. Je veux dire, là, j'ai eu la chance de jouer les Jeux olympiques, tu sais. Les filles sont absolument incroyables, là. Mais, tu sais, si tu compares dans le temps où je jouais junior majeur, puis, tu sais, le jeu féminin dans ce temps-là qui était encore sous-développé. Les gars, c'est des gars qui allaient jouer éventuellement dans la Ligue nationale. Ils sont forts, les lancers sont incroyables. Daniel Sauvageau, quand elle est passée, je lui demandais c'était quoi la différence entre coacher des gars et des filles, puis elle me disait que comment elle avait dit ça, que je pense que les garçons, sur des trucs, mettons qu'il y avait des conflits hors glace, quand c'était le temps de jouer au hockey, était plus capable de faire abstraction de ça. Ouais. T'as déjà un sourire en coin. Alors que les filles, je pense que c'était plus difficile. Mais puis les filles, en tout cas, plus pas que les filles ont... c'était pas un défaut, mais dans le sens que les filles ont d'autres qualités aussi que les gars.
sont plus développés au niveau cérébral, au niveau des jeux que les gars, bref, dans les deux sens. Mais par rapport à ça, par rapport au conflit hors glace, quand il y a des filles... Mais tu sais, tu mets une gang... les filles, on a... Tu peux pas généraliser, mais tu sais, on a des caractères qui vont se ressembler, puis les hommes vont réagir généralement similairement. Fait que, tu sais, puis... Les gars, tu pognes une grosse chicane avec un de tes chums, tu te prends dans le casse, puis après ça, ben c'est oublié, puis tu vas prendre une bière avec. Tu sais, j'ai l'impression que c'est comme ça fonctionne. Nous, les filles, les femmes, tu sais, on est semi-rancunières, on le prend personnel. Fait que, tu sais, un petit accrochage, là, peut faire des vagues pendant des semaines. Fait que, tu mets une gang de filles sous pression qui compétitionnent pour un spot sur l'équipe. Tu sais, ça peut devenir gros, là. Fait que, tu sais, le caractère ressort beaucoup, puis c'est trouver des façons de manager tout ça. Là. Puis je pense que c'est de ça que Daniel a parlé. Manager des gars, ça peut être pas mal plus simple qu'une gang de filles. À ce niveau-là. Ouais. Est-ce que tu as déjà arrivé des choses dans des vestiaires où tu es comme, oh mon Dieu, mais ça. C'est ça commence à être. Ben oui, tu sais, des fois ça devient lourd. Là, mais on est tous un peu responsables de ces situations-là. Puis c'est juste comme dans le caractère. Parce que tu sais que tel puis tel, ils s'aiment pas. Puis ouais, tu sais, je pense à notre coach qui est arrivé l'an dernier, Kevin Deneen. Pas l'an dernier, l'année olympique. On a perdu notre coach avant les Jeux de Sochi. Puis lui, Kevin Deneen, c'est un ancien joueur de la Ligue nationale. Il vient juste du hockey masculin. Il a coach de la Ligue nationale. Puis il est arrivé un bug qu'on n'est pas trop encore au courant. Mais bref, on se retrouvait à 2 mois des Jeux, pas de coach. Fait que ça a été Kevin qui s'est fait offrir ce job-là. Puis je me disais, pauvre gars, il n'y a aucune idée dans quoi il s'embarque. Parce que lui, il coach des professionnels, des gars professionnels. Puis là, t'embarques dans un bateau de filles qui n'arrêtent pas de perdre contre des Américaines qui on est en train de stresser parce qu'on est à 2 mois des Jeux. Je sais pas s'il est prêt à ça, là, parce que c'est vraiment quelque chose. Finalement, il a été un roi de la façon qu'il a pris soin de tout ça. Ouais. Wow. Quand tu jouais dans le junior majeur, la première année, tu as quand même joué 26 games. Ouais. 26 games, il y a quand même 60 quelques games, je pense, une soixantaine de games de saison régulière. Ouais. Tu en as joué 26, c'est quand même pas mal, c'est pas mal de games. Puis là, le niveau de hockey était vraiment supérieur. Ben, vraiment supérieur par rapport quand même au midget 2A, quand même un bon écart. Comment tu as trouvé ça d'arriver Ben, c'était tout un petit peu de l'inconnu, tu sais. À chaque fois, je me disais, vu que j'étais réaliste, je croyais vraiment à mes capacités. On dirait que je savais jamais à quoi j'allais me mesurer, tu sais, comment me comparer à ce prochain niveau-là. Fait que c'était vraiment toujours juste une opportunité, tu sais, sans vouloir me mettre de pression. J'ai comme juste approché cette étape-là, dire, tu sais, j'ai juste une chance de prouver ce que je suis capable de faire. J'ai rien à perdre, tu sais. Si ça va moins bien, mais ils vont se dire, ben c'est ça, c'est une fille. Parce que c'était probablement ça leur idée du début, anyway. Ouais. Puis si les choses vont bien, mais tu sais, c'est moi qui vais gagner dans tout ça. Puis, fait que, je veux dire, j'ai joué comme un backup tu sais, pas énormément. Au début, c'est sûr qu'on avait une équipe qui avait gagné la Coupe Président l'année d'avant, donc on avait une super bonne équipe. Donc, automatiquement, quand tu joues pour une bonne équipe, d'habitude, le gardien, ça va bien aussi. Là, on a des bons joueurs. Puis tout ça. C'est qui le gardien partant? C'était Frédéric Cloutier qui avait été le 3e gardien de l'année d'avant. Okay. Puis Fred, il était vraiment super bon. Fait que, je veux dire, c'était clair que j'étais la 2e derrière lui. Fait que c'est ça. Vu que c'était une saison occupée, il me donnait des games de temps en temps. Puis, comment ça allait quand tu la première moitié de saison, ça a été super bien. Vraiment au-delà de mes attentes. Là, c'était. Je sais pas si c'était comme la chance du débutant. Ouais, un petit peu. Puis tu sais, j'étais tellement excitée, puis je voulais tellement prouver. Tu sais, je me suis dit, tant qu'à être là, tu sais, aussi bien le faire. Là, puis ça s'est super bien déroulé.
Par la suite, on n'allait pas vraiment compétitionner pour la coupe là, avec l'équipe qu'on avait. Fait que ça a été comme le temps de faire le ménage un peu, beaucoup d'échanges. Donc, deuxième moitié de saison qui a été beaucoup plus difficile. On était jeunes. Fait que là, je jouais beaucoup moins. Je jouais quand on était en train de se faire planter. Là. Fait que je vais juste embarquer dans des milieux de match. Ah, OK, je comprends. C'était un petit peu plus difficile. Après le Titan, les filles, vos compétitions les plus importantes, vous n'avez pas... Ben là, maintenant, il y a la Ligue des filles. On va y venir tantôt, mais à l'époque, c'était un peu moins développé. C'était vraiment les Olympiques puis les championnats du monde. Ouais. Puis toi, dans le fond, tes premiers Olympiques, c'était en quelle année? C'était en 2002. OK, c'est ça, parce que quand je retourne dans les statistiques, ça commence en 2006. Mais il y a, entre le Titan puis là, c'est comme si les statistiques sont pas là, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça. L'histoire, c'est que après ma première année à batteuse, je me suis fait approcher par l'équipe canadienne pour faire... je veux dire, il y a différents niveaux. Là. Il y a le moins de 22 ans. Dans le temps, c'était juste un moins de 22 ans, le junior. Puis l'équipe senior, qui éventuellement est l'équipe olympique. Maintenant, on a un moins de 18 ans, moins de 22 ans et senior. Donc, j'avais été invitée au camp de moins de 22, puis j'avais aucune idée à quoi m'attendre non plus, vu que je m'étais jamais vraiment comparée à d'autres filles. Je me suis dit, j'ai-tu ma place là, ou ils sont juste comme Team Canada, là, ils doivent être vraiment bonnes. Ouais. Puis finalement, j'avais fait l'équipe. Fait que j'ai joué au développement comme ça, équipe junior pendant 4 ans, en même temps avec Bathurst. Okay. Puis, j'ai été invitée au camp de sélection. On appelle ça une centralisation en 2001. Donc, tu déménages à Calgary complètement. Il y a comme un numéro. À temps plein. Oui. Fait que c'est vraiment... On était 31 joueurs, je pense, dans ce temps-là. Fait que tu déménages ta vie à Calgary. Il faut que tu trouves une maison, un appartement, quelque part où rester. Puis c'est vraiment entraînement, comme vraiment un job à temps plein. C'est combien de temps? Ça dure 8 mois. Puis qu'est-ce que vous êtes pas payé? Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez des dépenses. On est supporté par le gouvernement à toutes les années. Puis là, en déménageant là-bas, Hockey Canada va couvrir les frais, les frais de déménagement, les frais de condo, de toutes ces choses-là. Faut que tu manges? Oui, on est supporté. Okay. Je veux dire, tu fais pas d'argent, mais tu es supporté pour le long. C'est bon. Donc, on peut vraiment juste focusser sur notre job de nous entraîner, puis de devenir meilleur. On est 31 joueuses, puis on amène 21. Fait qu'au courant des 8 mois, il y a quand même 10 joueuses qui se font retrancher. Fait que 8 joueuses qui se font retrancher? 10, oui. 10. De 31 à 21. Okay. Fait que moi, je pensais on était 4 gardiennes. C'était qui les autres? C'était Kim Saint-Pierre, Sammy Josemont, les Daniel Dubé, toutes des joueuses qui étaient sur l'équipe canadienne déjà. Donc, moi, la petite jeune qui sort de nulle part, je me suis dit un petit peu comme j'avais pensé au camp de Bathurst, je vais partir avec un petit sac, je vais aller là pour l'expérience 1 mois, puis on va me renvoyer chez nous. Finalement, ça aussi, ça avait bien été, puis il m'avait gardé comme troisième. Comme troisième. Fait que c'était qui les deux? C'était Kim Saint-Pierre? Kim, puis Sammy Josemont. OK. Fait que dans le fond, t'es rendu à Salt Lake. Oui, fait que j'étais à Salt Lake en tant que troisième. Par contre, les règlements étaient différents dans ce temps-là. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai pas eu de médaille officielle. Okay. Parce que l'alignement devait contenir juste 20 joueuses. Okay. Fait que moi, j'étais la 21e. Il aurait fallu que une des gardiennes se blesse si moi, j'avais pris sa place. Mais là, c'est moi qui ai eu la médaille, puis pas elle. Et non pas les deux. Non, c'est ça. Même si les deux ont joué, il y en a juste une des deux. C'était vraiment spécial comme contexte. Mais l'équipe des hommes, par exemple, avait droit à 21 joueurs. Donc, Ed Belfour, qui était dans ce temps-là, lui, il a fait la même chose que moi. Il était assis dans les estrades tout le long des Olympiques. Puis, il a eu sa médaille. Fait que... ça a été corrigé. Oui, parce qu'on a fait une plainte, parce que c'était, je dis, tu sais, le combat des sexes, ça fait depuis toujours, là. Fait que ça a commencé là. Je comprends même pas pourquoi tu donnerais pas de médaille. Fait que c'est pour ça que si tu vas sur Wikipédia, ça dit que je suis pas allée au jeu. C'est pour ça que quand j'ai dit 3 médailles, t'as dit 4. Ouais. Fait que j'avais raison. Non, c'est pas vrai. T'avais un peu raison. Non, mais là, c'est dommage dommage, tout ça. Ouais. Parce que je pensais être Belfour qui était venu sur la glace avec son chandail, pas d'équipement, puis sa médaille. C'est ça, exactement. Marc-André Fleury a eu sa médaille. Tous les gars, mais ça a changé, c'est ça. Ouais, bon, tant mieux.
Donc, dans le fond, toi, tu as pu voir... dans le fond, tu as été la première spectatrice de la médaille d'or de 2002. Ouais. Puis, tu sais, j'étais jeune, là, je venais d'avoir 19 ans, puis je connaissais pas encore le hockey féminin trop. Fait que de me ramasser là avec les filles que je regardais à la télévision, tu sais, dans le temps, les Wickenheiser, les Cassie Campbell, les Caro Ouellette, les Kim Saint-Pierre. Kim, c'était mon idole, là. Mm-hmm. Fait que de me ramasser sur la même équipe, puis d'aller compétitionner aux Olympiques avec elle, pour moi, ça faisait juste comme pas de sens dans ma tête. Tu sais, je me sentais comme presque une traître, là. Je mérite pas d'être ici, là. Tu sais, il y a du monde qui ont dû travailler pas mal plus fort que moi, là. Tu sais, comment ça, c'est moi qui est ici? Fait que c'était... je pense que c'était juste mon attitude un peu peut-être immature, timide de jeune femme. Si on flash forward au jeu d'après, c'était à Turin. Ouais. Est-ce que tu étais dans les 2 gardiennes à ce moment-là? Oui, en fait, j'ai été la première gardienne pour ces jeux-là. Okay. Fait que ça a vraiment... en fait, quand on a gagné à Salt Lake City, je me rappelle, tu sais, le typique, là, tu sautes sur la glace quand on gagne, on reçoit les médailles, on regarde le drapeau monter avec l'hymne national. Puis je me rappelle, mais dit, OK, ben, tu sais, j'ai 4 ans pour arriver à ce point-là. Puis j'ai dit, dans 4 ans, c'est moi qui va gauler, puis c'est ça mon but. Fait que ça a fonctionné. J'ai été vraiment, encore une fois, chanceuse. J'ai été chanceuse dans ma carrière d'être à la bonne place au bon moment, avec des bonnes équipes. Puis c'est ça, j'ai eu la chance de jouer 3 matchs, dont demi-finale, finale. C'est qui la deuxième gardienne? C'était Kim. Mais ça, c'est ironique. Ouais. Ouais. Parce que ça, c'est l'affaire avec la position de gardien de but, c'est que tu es en compétition directe avec un coéquipier. C'était très dur parce qu'on est devenus super proches, Kim et moi, des extrêmement très bonnes amies. Mais en même temps, on compétitionnait. Puis les deux, on était extrêmement compétitifs. Puis tu sais, quand tu joues pour l'équipe nationale, tu veux pas t'asseoir sur le banc. Là. Tu veux jouer les gros matchs, puis tu veux avoir cette pression-là. Puis... mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu à parler de ça. Tu sais, on était capable de séparer notre vie à côté, la vie normale, qu'on est des super bonnes chums, puis la vie de hockey, business, que là, on se pousse au max parce que tu veux être meilleur que l'autre. Mais ça a toujours été une compétition super saine. Autant que je voulais la battre, autant qu'elle voulait me battre, autant qu'on était là pour l'autre quand les choses allaient moins bien, tu sais. Puis c'était pas... On avait une connexion vraiment incroyable, puis c'était vraiment le fun. C'était tellement sain comme compétition, là. C'est elle qui avait commencé le tournoi, puis c'est toi qui as poursuivi le tournoi? En fait, c'était juste au courant de l'année, tu sais, les choses... Tu le vois un petit peu qui va gauler la finale. OK, dépendamment. Fait que t'as fait 2006, t'as gagné la médaille d'or aussi en 2010 à Vancouver. J'y vais un peu, parce que en fait, c'est vu qu'on n'a pas tout le temps du monde, sinon j'aurais fait Olympique paralympique, mais vu que c'est déjà cool que tu sois ici pour 1 heure, pour pas prendre tout, mais juste pour résumer l'expérience olympique, donc 2002, 2006 à Turin, 2010 à Vancouver, 2014? Ouais, 2014 à Sochi. Ouais. Qui étaient tes derniers Olympiques? Ouais. Est-ce que tu savais quand tu y allais que c'était tes derniers Olympiques? Ben, j'avais décidé un petit peu au courant de l'année, comme je t'ai parlé tantôt de la centralisation, tu sais, c'est quelque chose, c'est un peu intense. C'est très intense, tu sais, c'est super tough, c'est presque excessif. Fait que quand t'es jeune, t'as beaucoup d'énergie, c'est le fun, mais tu sais, en vieillissant, tu sais, j'ai eu la chance de jouer longtemps sur l'équipe nationale. Ouais. C'est rare qu'on peut avoir une carrière aussi longue. Ouais. Fait que, tu sais, puis position de gardien, tu sais, on fait des mouvements qui sont pas naturels pour le corps. Ouais. Là. Fait que tous les gardiens peuvent te le dire, tu sais, c'est les problèmes de genoux, les problèmes de hanches, les problèmes de dos. Ça revient. Fait qu'avec l'âge, ben, tu sais, t'arrives à un point où c'est juste un petit peu moins possible, là, physiquement. Ouais. Puis je voulais aussi, je veux dire, je l'avais vécu, là, j'avais été super chanceuse, tu sais, j'allais partir mes 4e jeux. Puis je me suis dit, surtout quand on a gagné, tu sais, qu'est-ce que je peux faire de plus? Là? Si je continue pour 4 ans, c'est sûr que ça va être une jeune qui va être dans les buts. Tu sais, ils ne mettront pas moi à 36 ans comme gardienne. C'est correct. Fait que, tu sais, j'étais juste satisfaite avec l'expérience que j'avais eue, puis c'était juste comme le temps de passer à autre chose. En ce moment, là, au moment où on est en train d'enregistrer le podcast, les filles sont au World Championship. Ouais. Puis là, sont là, puis t'es ici. Ouais, puis c'est la première fois. C'est la première fois. Mm-hmm. Comment tu te sens? Ben, c'est comme un mix d'émotions, tu sais,
parce que je le savais, parce que l'année passée, quand j'ai fait mon championnat du monde, j'ai joué avec Emerald Smashmeyer, qui était l'autre gardienne avec moi, une jeune de 21 ans. Elle était incroyable. Tu sais, je me suis dit, ils ont tellement plus besoin de moi. Tu sais, elle est bonne, c'est elle le futur. Fait que tu sais, c'était juste comme clair. J'avais besoin de le voir, de le vivre. Puis j'étais vraiment correcte à être gardienne numéro 2 parce que je voyais qu'il y avait quelqu'un meilleur que moi. Fait que c'était juste naturel de dire, OK, ben c'est ça, tu sais, on est rendu là, puis c'est correct. Puis c'est à son tour de vivre, tu sais, de vivre tout ça. Ouais. Fait que j'ai comme eu mon genre de closure, si on veut, là, de championnat. Mais tu sais, j'ai regardé les premiers matchs du Canada. C'est sûr que j'étais encore super proche avec ces filles-là. Tu sais, Marie-Philippe, une de mes meilleures amies. Puis, tu sais, c'est la capitaine, elle est jeune. Fait que, tu sais, c'est la nouvelle face du hockey féminin. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, c'est la meilleure joueuse de hockey au monde. Ouais. Puis, avec ce qui est arrivé, tu sais, c'est comme... Je voudrais être là pour eux, avec Mashmeyer qui s'est fait retirer du match contre la Finlande, qui ont perdu pour la première fois. Tu sais, Canada a perdu contre la Finlande pour la première fois. C'était hier, ça? Ou... Avant-hier, ou même en fin de semaine, je pense. Okay. Oui, fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent, puis d'être un petit peu en retrait par rapport à ça. Tu sais, je t'avoue que j'ai regardé le match, mais... J'avais une bouteille de vin avec moi parce que faut rester calme. Je sais pas comment ça va tourner, je sais pas comment je vais me sentir, mais au moins on va un petit peu noyer ça avec le vin. Ouais, c'est ça. J'ai bu mes émotions. Oui, dans la cuisine, c'est normal. Non, c'est souvent les finales, en fait, je pense tout le temps, les finales Canada-USA. Puis là, les autres pays, la Finlande vient de battre le Canada. Est-ce que les autres pays sont en train de aussi s'améliorer? Ils nous rattrapent, puis tu sais, c'est ça un petit peu le but. C'est qui les prochaines équipes que tu là, la Finlande est là depuis un petit bout. Okay. Là. Ils ont une excellente gardienne, puis leur programme s'est vraiment amélioré. Je pense, tu sais, c'est très différent en Amérique du Nord. Juste côté culture envers les femmes, tu sais. En Russie, c'est très différent. En Chine, tu sais, les femmes sont vues très différemment. Que nous ici, disons. Fait que le budget pour encourager le hockey féminin, leur budget est très minime. C'est pas leur sport national. Non, c'est ça aussi. Puis tu sais, le hockey, c'est un sport un petit peu semi-robuste de violence. Fait que c'est comme si ça rentrait pas dans le moule de l'image de la femme là-bas. Fait que tu sais, il y a comme beaucoup de rattrapage à faire eux autres de ce côté-là. Fait que c'est ça, le gouvernement investit un petit peu moins par rapport à nous que, tu sais, c'est juste l'équipe canadienne, puis on est tellement bien supportés, là, tu sais, c'est incroyable, là. Toi, est-ce que tu as vécu du hockey pendant quelques années? Pardon? Est-ce que toi, tu as vécu du hockey? Moi, depuis, je veux dire, j'ai commencé sur l'équipe nationale à 17 ans, puis je le suis à 34 ans, puis j'ai jamais eu à travailler. Comment? Parce qu'on en avait un peu parlé avec Daniel, ils ont parlé de brevets, de sponsors. Comment ça fonctionne exactement? C'est un brevet, ça fait que c'est Sport Canada, ça fait que ça vient du gouvernement du Canada. Fait qu'un peu de tes taxes me reviennent. Oui, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Je fais pas assez d'argent, c'est pas beaucoup de tips. 5 cents. Fait que, c'est ça. C'est pas beaucoup, mais ça nous permet juste de nous entraîner puis de focusser sur notre sport sans avoir à travailler. Puis aussi, il y a le côté l'éducation. Pour nous, surtout les filles, je veux dire, on vit pas du hockey. On fait pas de millions, on n'en fait pas beaucoup du tout. Là. Est-ce que tu as eu aussi des commanditaires? Oui, c'est ça. C'est un sport d'équipe, c'est un petit peu plus difficile. Par contre, en étant gardienne, c'est comme une position qui ressort un peu plus. Fait que moi, j'ai été super chanceuse, j'ai été supportée. Côté surtout équipement, j'ai été avec différentes compagnies, Sherwood, puis maintenant je suis avec Reebok, CCM depuis quelques années. Fait que juste ça, tu sais, l'équipement, ça coûte extrêmement cher. Il peut y avoir des bonus. Puis il y a des commanditaires qui vont sortir un petit peu de partout. Fait que, mais je veux dire, c'est pas là-dedans qu'on fait de l'argent. Puis côté gouvernement, mais c'est comme si on était payé à salaire minimum. Là. Fait que c'est assez pour payer ton logement, ta nourriture. Mais on n'a pas une vie très... c'est pas glamour. Non, c'est ça. Cool. Tu as parlé t'as parlé un peu de quelque chose tantôt qui m'intéressait, la robustesse au niveau du hockey des filles. Souvent, les gens ils demandent, le hockey féminin, c'est-tu contact, c'est pas contact?
Je pense, tu pourras me répondre, mais ça, est-ce que le hockey féminin, c'est contact? C'est semi-contact. C'est semi-contact. Ouais, ça, c'est officiellement, c'est ça? Oui, c'est semi-contact. Fait que c'est sur le bord des bandes. Donc, tu sais, c'est pas dans le milieu de la glace, il n'y a rien de ça. Sur le bord des bandes, ça peut être à côté un peu. Pas une mise en échec sur la bande, mais... Ouais, c'est ça. Parce que tu peux pas mettre en échec une joueuse. Non, c'est ça. Tu peux pas la plaquer sur la bande. Non. Donc, mais ça peut devenir quand même, je veux dire, si les gens... Parce que si les gens, ils regardent le hockey féminin... Tu regardes un match Canada-États-Unis, il y a tellement d'émotions, c'est tellement intense. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, on s'entraîne, on fait juste ça, là. Fait que c'est... Tout le monde est fort, quand même. Je veux dire, tu sais, on nous compare tout le temps au hockey masculin. Tu sais, ça, puis c'est quelque chose qui me tape tellement ses nerfs, là, parce qu'on est complètement différent. Tu compares pas du tennis féminin à du tennis masculin. Tu vas pas faire jouer Jenny Bouchard contre Roger Federer, tu sais. Ça n'a pas rapport. Fait que c'est la même chose pour nous, tu sais. Je sais pas pourquoi le monde, il nous compare tout le temps. Ouais. Au lieu d'apprécier le sport. C'est juste, c'est différent. C'est deux sports différents. C'est un sport moins de contact, plus de finesse, plus de stratégie, ces choses-là. Les gars, c'est vraiment contact, la puissance des lancers, les quick release, comme on dit. Plus de force physique. Mais ouais, puis le style de jeu va avec la nature humaine. Là. Je comprends. Comment ça se fait que les Américaines, vous les battez toujours aux Olympiques et ils vous battent toujours aux championnats du monde? Bon, on leur donne une petite chance pendant les championnats, puis là, on met la pédale dans le fond des Olympiques. Quand ça commence. C'est dû à chaque année le championnat du monde ou c'est aux 2 ans? Oui, c'est un cycle de 4 ans, toujours. Donc, les 3 premières années du cycle, c'est un championnat du monde à la fin, puis la 4e, c'est les Olympiques. OK. Puis, je veux dire, moi, nous, pendant des années, là, le Canada était reconnu pour tout gagner. Ouais. Le premier championnat du monde, c'était en 90. Puis on les a toutes gagnés jusqu'à 2004. Puis en 2005, ça a été le premier championnat qu'on a perdu contre les Américaines. Fait que c'est sûr qu'au Canada, on avait comme une longueur d'avance sur les Américaines. Clairement, ils se sont... le programme se développe beaucoup. Oui, c'est ça. Ça s'est beaucoup amélioré. Ils se développent beaucoup masculin, féminin. Le hockey, c'est quand même beaucoup. Ils ont des moyens aussi, ce qui est fun. Oui, c'est ça. Ça l'aide beaucoup. Mais ils se rendent... C'est qui la... Je me suis demandé, c'est qui la meilleure joueuse avec qui tu as joué? Ça fait quand même presque 20 ans que tu es là, tu joues. Mais je dis, il y en a tellement. C'est sûr que tu peux pas comparer les joueuses, disons, de 2002 à... maintenant, parce qu'en 2002, on s'entraînait pas comme on s'entraîne là. C'était différent. Déjà, il y a une grosse différence. Le support financier était différent, fait que ça a directement un impact sur le temps que tu peux mettre à l'entraînement, le support à l'extérieur de ça, tu sais, psychologie sportive, nutrition, toutes ces choses-là. On n'avait pas nécessairement accès à ça au début. Donc, comparer le talent... où on était là. Parfait. Mais pour moi, Marie-Philippe Poulin, il y a personne comme elle. Non. Puis, je suis pas biaisée parce que c'est une de mes amies très proches. C'est vraiment... elle a tout. Puis, tu sais, on la compare à Sidney Crosby, puis c'est vraiment ça parce que dans son style de jeu, tu sais, c'est une joueuse complète. C'est une joueuse qui est extrêmement bonne offensivement. Des mains, le patin, la vision. Elle est tellement smart. Puis, mais elle a le côté défensif aussi qui est souvent oublié par les joueuses d'avant. Défensivement, c'est la joueuse qui va bloquer des rondelles, c'est la joueuse qui va être la première sur le back-check, puis elle est partout, tu sais, elle est juste vraiment, elle a tout. C'est la joueuse qui a le plus de talent, mais qui s'entraîne le plus fort. Fait que, l'éthique de travail match le talent, puis ça, c'est très rare qu'on a ça. Là. C'était ta coéquipière dans les Canadiennes. Vous avez gagné cette année la Coupe Clarkson. La Coupe Clarkson. Tu penses jouer encore combien d'années à ce niveau-là? Je pense que ça l'achève. Ça achève? Oui. Qu'est-ce qui reste? Parce que, tu sais, on en parle, le hockey féminin, ça se développe depuis 15 ans. Au niveau de l'argent, à tous les niveaux, la ligue aussi féminine, avec la Coupe Clarkson, c'est déjà, ça a évolué. Qu'est-ce qui reste à faire pour le hockey féminin? Qu'est-ce qui reste pour que ça... C'est de développer, de vendre le produit, de vendre le sport, puis de mettre en place des gens qui y croient vraiment. Tu sais, c'est comme si
c'est drôle, tu sais, tu vas sur des blogs, ou tu sais, des fois, j'essaie de pas y aller, mais des fois, je le vois, tu sais, puis ça dit, le hockey féminin, tu sais, c'est l'équivalent à du pas bon midget 3, tu sais, puis c'est tout le temps négatif, fait que c'est sûr que c'est dur de vendre un sport comme ça quand l'attitude envers nous, envers les femmes, envers le sport est si négative, mais c'est ça va être c'est côté médiatique, il faut que ça soit plus vendu. On est tellement bien couverts pendant les Olympiques, pendant l'année olympique. Tout le monde veut être dans nos vies. Tout le monde veut savoir ce qui se passe. C'est super intéressant. Vous êtes les reines. Mais là, les Olympiques sont finis, puis après ça meurt. Puis là, c'est comme toujours à recommencer. Mais, tu sais, c'est ça, je pense que le challenge, c'est vraiment de garder cet intérêt-là, puis ce support-là pendant le cycle de 4 ans au complet. Pour éventuellement, je veux dire, le rêve ultime, c'est d'être payé pour jouer au hockey comme nos amis dans la Ligue nationale. Tu sais, ce serait ça. On n'est pas rendu là. Je veux dire, honnêtement, je sais pas si on va y arriver. Mais tranquillement, il y a du chemin qui se fait. Oui, mais il y a eu un développement incroyable. Tu sais, c'est juste que le sport est tellement jeune encore. Tu sais, c'était aux Olympiques seulement en 98. En tout cas, on parle de hockey masculin, que ça fait, tu sais, depuis toujours. Fait que c'est ça. C'est juste... il y a beaucoup de développement encore à faire. Puis c'est l'implication de nous. Tu sais, il y a beaucoup de pionnières qui ont passé par là. Des filles comme Manon Réaume qui nous a donné comme... Oui, c'est ça, tu sais. Inspiration. Oui, exactement. France Saint-Louis au Québec, tout ça. Fait que là, c'est comme rendu notre job. Ça en fait partie, tu sais. C'est de pas... Tu sais, on fait pas juste jouer au hockey, là. Tu vas en sport. Tu vas être là pour les jeunes filles, les rencontrer, pour leur dire, regarde, tu as le droit de rêver à ça, là, c'est possible. T'sais. Puis rêve pas à la Coupe Stanley, tu peux rêver à la Coupe Clarkson, tu peux rêver à jouer aux Olympiques parce que c'est vraiment possible. Vraiment. Parlant d'inspiration, puis de justement côté professionnel, mais côté personnel aussi, juin 2014, tu as fait un coming out public, tu as dévoilé ton homosexualité. C'est quand même un processus personnel assez particulier. Comment ça se passe? Comment ça a été pour toi, tout ça? Ça a super bien été. Je veux dire, pour les gens qui me connaissent, je pense qu'ils ont été extrêmement surpris que je fasse ça parce que c'est juste pas dans ma nature. Un peu comme ma famille, on est du monde qui... Tu veux pas prendre trop de place. Tu veux juste faire tes affaires. Puis, je sais pas, je suis quelqu'un, je suis super confortable avec qui je suis. Puis, tu sais, ça a été long. Ça a été un processus de me rendre là. J'étais... je veux dire, j'ai toujours eu des chums avant, puis junior majeur, puis tout ça, puis c'est comme tu réalises tout ça, puis sinon ça se peut pas, puis tu sais... Fait qu'il y a eu un processus là, d'une couple d'années à comprendre tout ça, puis à l'accepter. Puis par la suite, tout le monde disait, tu sais, il y a pas assez... les jeunes n'ont pas assez de modèles, surtout féminins, tu sais. Il y a beaucoup des hommes gays qui ont fait leur coming out, qui sont là, qui sont présents, puis tu les vois. Puis côté féminin, il n'y en avait pas beaucoup. Tout le monde se disait, tu sais, ça va être qui la prochaine à le faire? Tu sais, qui va se lever puis prendre le lead? Puis à chaque fois, je me disais, tu es malade, je fais jamais ça. Tu sais. C'était pas mon genre. Puis j'ai entendu tout ce qui s'était passé. Tu sais, quand les nouvelles lois en Russie ont embarqué, les lois anti-gays, Vladimir Poutine avec sa mentalité qu'on retournait, tu sais, 50 ans dans le passé. Là, je me suis dit, OK, tu sais, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose, là, parce que c'est absolument ridicule. Puis, j'avais comme pris cette décision-là, je n'avais pas parlé à personne, puis je m'étais dit, tu sais, si on gagne la médaille d'or olympique, tu sais, t'as comme une plateforme après. Tu peux la transformer en ce que tu veux, tu peux la rendre ta propre plateforme personnelle pour te vendre, avoir des commanditaires, blablabla. Ça peut être n'importe quoi. Mais tu l'as, puis tu as le spotlight sur toi. Fait que c'est comme à nous de décider qu'est-ce qu'on en fait. Fait que beaucoup, on en profite, on vend le sport, on vend blablabla. Puis moi, je m'étais dit, c'est ça que je vais faire. Tu sais, je vais juste le dire. À travers mon expérience olympique, qu'est-ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu. Puis de dire, regarde, tu peux accomplir tout, tu peux avoir tes rêves, peu importe. Puis, tu sais, c'était pas un coup de tête, c'était pas une façon d'attirer l'attention, c'était juste... Moi, j'ai eu de la misère quand j'étais plus jeune parce que j'ai pas vu de modèle, puis j'aurais eu besoin de quelqu'un qui me disait « Regarde, ça va être correct. » Comment ont réagi tes proches, tes coéquipières, le public? Ben,
mes parents sont super ouverts, tu sais, puis en étant dans un milieu artistique, tu sais, c'est ça, c'est une mentalité très ouverte. J'ai eu leur support, mes coéquipières. Je leur avais envoyé un email. J'avais dit, tu sais, je pense faire ça. Tout le monde le savait de toute façon. Je me suis jamais cachée de rien. Puis je leur ai dit, tu sais, s'il y a quelqu'un qui est inconfortable, dites-le moi. Tu sais, je veux vraiment pas manquer de respect à personne. Puis au contraire, s'il y a du monde qui veulent en parler pour comme supporter ce qui va arriver, tu sais, laissez-moi savoir. Puis le public, on dirait que je prenais une chance, mais je trouvais juste que les jeunes filles, parce que tu le vois beaucoup, là, puis je peux les voir, puis je peux les reconnaître, puis dire, OK, tu sais, ces filles-là, ils ont besoin de support, ils ont besoin de modèles, parce qu'ils vont passer au travers de ce que moi j'ai passé un peu plus vieille. Puis c'était juste ça, de leur donner comme une lueur d'espoir ou juste un petit quelque chose. Puis auquel s'accrocher. Ouais, fait que j'ai dit, je vais faire ça. J'ai aucune idée comment les gens vont réagir. Puis finalement, ça a été, je te dirais, 97% positif. Là. Wow. Absolument fantastique. Même au-delà de mes espérances, au-delà de mes attentes. Mon seul but, c'était d'essayer d'aider une couple de personnes. Puis j'ai reçu des lettres d'à travers partout dans le monde. Des jeunes filles, des femmes plus vieilles, juste disant, tu sais, on a lu ta lettre, merci. Des jeunes qui disent, tu sais, j'ai 14 ans, je sais depuis que je suis toute petite, j'ose pas le dire à mes parents, mais là, tu sais, au souper, je vais leur dire parce que j'ai lu ta lettre, puis ça me donne l'espoir. Fait que, tu sais... As-tu eu des lettres de Russie? Pas de la Russie, non. C'est quand que tu le savais? Est-ce que tu l'as toujours su, mais tu voulais pas le dire? Comment? Mais tu sais, c'est comme... Je sais pas, parce que c'est tellement... Je me demande tellement tabou, comment ça fonctionne. Je comprends, ouais, je peux comprendre. Je l'ai pas vécu, fait que j'ai tellement aucune idée comment ça... Tu n'as jamais posé la question. Non, c'est ça. Plein de gens entendent mon coming out, puis je pense qu'ils vont être déçus. Mais c'est ça, je me demande juste comment ça fonctionne. Est-ce que c'est que tu le sais plus jeune, mais tu le laisses en arrière? Ou tout le monde le vit. Tout le monde est vraiment différent. Ouais. Tu sais, il y en a qui le savent, sont nés, ils le savent... Moi, ça s'est passé plus tard. Je veux dire, je pense pas qu'il y a une seule façon que ça se passe. Là. C'est vraiment... Ouais. Il y a plein d'options, il y a plein de différentes histoires. Pour moi, je me suis jamais posé la question parce que j'avais tout le temps des chums, tu sais, puis... Je veux dire, quand ça arrive, il n'y a pas de question là. Puis il y a même des gens qui m'en avaient parlé, puis j'étais comme, ben voyons, ça se peut pas, hein? Ben non, tu sais. Mais... c'est quand j'ai réalisé, puis j'étais comme semi-curieuse. Fait que tu sais, c'est ton identité, là. Ouais. Fait que quand t'es rendu à 20 ans, puis tu penses que t'as semi-découvert ton identité, puis t'es comme correct avec la personne que t'es, mais là, de remettre tout ça en question, puis de dire, c'est pas ça, pas en tout que t'es. Voici ce que t'es, puis c'est avec ça que, tu sais, faut que tu fasses affaire. Fait que ça a été vraiment tough, tu sais. Le pire coming out, ça a été celui que j'ai fait à moi-même. Le coming out public, il n'y avait rien là. Je fais juste dire quelque chose. Le plus difficile, c'est à toi-même. Ouais, de l'accepter. Puis autour de moi, tu sais, les gens, ils disaient soit, ah ben, on le savait. Ah ouais, ça t'a pas de me le dire avant. C'est ça. Ou, tu sais, dire, ben, il n'y a aucun problème, là, pour, tu sais, ça change rien. Fait que. Tant mieux. Ouais, j'ai été super chanceuse. J'ai entendu des histoires assez terribles, là, de non-support de la famille, des parents, les jeunes se font mettre dehors. Moi, c'est ça. J'étais un cas très heureux, enfin, là, mais ouais, c'est ça. Tout le monde se demande toujours, parce que, tu sais, je sais pas si c'est à cause que, vu que le hockey, c'est un sport qui est plus connu comme étant... est plus connu du côté masculin, les gens se demandent souvent la proportion de filles qui jouent au hockey, qui sont lesbiennes. Est-ce que c'est quoi le pourcentage, selon toi, ton expérience, ou est-ce que... C'est-tu majoritaire? C'est-tu minoritaire? Ben, je pense juste qu'on est dans un environnement ouvert, en général. Je sais pas, tu sais, je peux pas dire de pourcentage. Mais je disais pas ça pour non, je sais bien, mais ça peut changer, tu sais, ouais. Il y a pas... je peux pas dire de statistiques, il y a pas... Il y en a... c'est ça. Je pense que c'est juste que ceux qui sont... Tu sais, le spectrum, il est très large, là. Fait que ceux qui sont dans le milieu du spectrum, un peut-être... Ben, parce qu'ils sont dans un environnement ouvert,
déjà là, tu te dis, OK, mais peut-être que je peux fitter dans tout ça. Mm-hmm. Mais tu sais, beaucoup dans notre société, c'est parce que, au Québec, on est très, très chanceux. Là, l'environnement est très ouvert, la mentalité, elle s'est améliorée beaucoup. Mais ceux qui sont dans un environnement extrêmement fermé, disons les joueurs de la Ligue nationale, c'est sûr qu'il y en a, là. C'est sûr qu'il y en a beaucoup. Statistiquement, c'est impossible qu'il n'y en ait pas. Mais c'est ça. C'est comme n'importe où. C'est juste qu'ils sont pris dans un environnement extrêmement fermé, extrêmement macho. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils vivent dans un genre de déni. Et c'est une double personnalité, là. Puis c'est un fait. On peut pas penser qu'il n'y en a pas. C'est même le fils de Brian Burke, qui était gay, je pense, ou celui qui est décédé, je pense. En tout cas, bref, on partit le programme. Brian Burke, c'est on partit du programme If You Can Play. You Can Play, ouais. Fait que ça, c'est quelque chose... moi, j'en fais partie. OK. Ils m'ont contacté quand j'ai fait mon coming out, puis je trouve que c'est quelque chose qu'on avait besoin dans le sport. Parce que plus t'en parles, plus les gens sont confortables. Plus les gens sont confortables, plus ça va juste passer dans le beurre. Donc, ça va être la norme. Ça va être la nouvelle norme. Puis ça va être accepté. Là, je sais que la Ligue nationale a rentré fait partie de You Can Play. Ils ont des matchs. Chaque équipe a un représentant par équipe de You Can Play. Donc, c'est vraiment, on partage l'acceptation. Puis ça, c'est nouveau. Puis c'était vraiment un très, très gros pas pour la communauté LGBT. Ouais. Fait que c'est... Il y a du chemin à faire, mais on y arrive. Ouais. Là. J'aime vraiment le mot acceptation. C'est parce que souvent, le mot utilisé, c'était tolérance. Je trouve qu'il y a un côté péjoratif. Ben oui, la tolérance, tellement. Ça m'énervait, mais très négatif. Maintenant, là. j'avais pas trouvé de nouveau mot. Maintenant, acceptation. C'est mon nouveau mot préféré. Charline, merci beaucoup. Ça fait déjà 1 heure, puis je dois te laisser par ça. Merci beaucoup. Merci pour les 4 médailles d'or olympique. 3,5. 3,5. Non, 4. Merci encore pour tout, puis je sais pas combien d'années il te reste, mais bonne chance pour la suite, puis merci encore. Merci beaucoup. Merci à Charline Labonté. Quelle carrière, quelle vie. Elle vient juste de prendre sa retraite cet automne. Donc, bonne chance pour tes projets futurs, Charline, que ce soit en cuisine ou dans peu importe. Le talent sera te mener, hein, n'est-ce pas? Alors, merci encore à Charline. Et je vous dis à tout le monde, retournez voir sur la page Ulule, retournez voir le nouveau palier. On a dépassé l'objectif de 5 000 et c'est pas terminé. On essaie de se rendre à 15 000 pour qu'on fasse un documentaire filmé en Suède et qu'on fasse un party exclusif de Red Sur le Tape. Allez voir ça, partagez ça, parlez-en à vos amis. Ça va être malade! OK, bye-bye now, bye-bye.